Donc aujourd'hui, comme vous pouvez voir, le professeur est assez généreux de se présenter lui-même, donc je ne vais pas trop tarder sur ces détails-là. Donc je veux juste dire qu'on est très chanceux d'encore recevoir un professeur de renom qui nous parler de sa recherche. J'espère que ce serait intéressant et inspirant pour tous. Je veux juste mentionner que le professeur Gams est professeur à l'UQAM depuis maintenant 2016 et qu'on est très chanceux de l'avoir et de parler de sa recherche aujourd'hui. En fait, Tia et merci pour l'invitation. Je m'excuse aussi d'avoir manqué le rendez-vous. En automne, j'ai eu un accident de vélo le soir d'avant. Je ne sais pas si vous vous souvenez, sûrement pas, mais je devais passer à la base en automne et j'ai annulé. Oui, tu étais le premier dans la liste. Ouais. J'ai eu, c'est ça, j'ai eu le plaisir de passer une nuit complète aux urgences à l'hôpital, d'attendre. Donc, merci pour la chance de pouvoir rattraper le rendez-vous manqué. Alors, j'ai mis mon parcours pas forcément pour montrer tout ce que j'ai fait, mais juste parce que je me suis dit que vu que c'est un cours de découverte de la recherche, peut-être vous demander les différents parcours qui peuvent mener au professeur. Donc, je ne l'ai pas mis là, mais moi, je viens de France. À la base, j'ai pris l'équivalent de mon bac en Angleterre. Puis, je suis venu ici, mais à l'Université de Montréal pour ma maîtrise et ma thèse. Après, je suis retourné en France, au LAS, qui est un labo à Toulouse, pendant un an. Et ensuite, j'étais à l'Université de Rennes sur un poste. Alors, peut-être vous demandez, on aime bien les acronymes en France. Donc, l'IRIA, c'est le Centre de recherche en informatique. Le CNRS, c'est le Centre de recherche dans toutes les sciences, inclus en informatique. Donc, on a en France la bizarreté d'avoir deux centres de recherche, enfin institutions de recherche où les gens font de la recherche à temps plein, et une qui est sur toutes les sciences, dont l'informatique, et l'autre qui est juste sur l'informatique. Et je suis revenu au Québec depuis 2016, donc à l'UQAM, et j'ai une chaire du Canada sur les thématiques dont je vais vous parler aujourd'hui depuis 2017. Juste pour vous donner un exemple de parcours, j'imagine que vous avez eu plein de parcours différents déjà avec l'équipe SI. Alors aussi c'est mes semaines de marathon de présentation. Alors je l'ai dit à Jean, je pense, hier, j'ai essayé de faire des présentations différentes à chaque fois. Donc la semaine dernière, j'ai parlé au LaTeS, c'était sur le blanchiment éthique, donc tous les enjeux éthiques d'apprentissage machine. Ce matin, j'ai parlé dans le cours d'initiation à la recherche. Il y a des gens qui étaient là, c'était plutôt sur les enjeux d'équité et de vie privée. Aujourd'hui, j'ai parlé plutôt sur des enjeux d'anonymisation de données. Donc, c'est des travaux un peu plus anciens, mais au moins, s'il y a une personne qui m'a vu 3 fois, ça sera 3 choses différentes. Donc, si vous avez des questions, posez-les n'importe quoi. Je ne sais pas si d'habitude le format c'est à peu près 45 minutes ou c'est l'heure complète. C'est vraiment, on a jusqu'à 14 heures pour la salle, mais c'est vraiment libre à vous. Vous pouvez parler pendant 1 heure. Je vais essayer de poser vos questions. Je vais essayer de viser 1 heure au total. Déborder l'agenda tout. La thématique de ma recherche, globalement, c'est la protection de la vie privée. Donc, juste pour vous rappeler que la protection de la vie privée, c'est un droit fondamental, comme le droit à la liberté d'expression. Donc, j'aime bien le rappeler, parce que parfois, les gens me demandent pourquoi c'est important. Déjà, c'est important parce que c'est un droit garanti à toute personne. Et donc, c'est garanti. À la base, c'était dans la Déclaration des droits de l'homme. C'était principalement le droit qu'on n'ouvre pas votre courrier papier ou qu'on ne prenne pas de photos de vous sans vous demander votre consentement. Et dans le domaine du numérique, on a une loi qui a été mise à jour au Québec en 2022, donc qui s'appelait le projet de loi 64, qui est maintenant la loi 25, qui essentiellement essaie de mettre à jour ce droit-là par rapport aux enjeux du numérique. On a aussi en Europe le règlement européen, donc le RGPD, qui est en place en 2018, qui a eu beaucoup d'impact sur les législations à travers le monde. Et on a ce modèle-là qui est donc aux États-Unis, vous savez peut-être, il n'y a pas de loi fédérale sur la vie privée, mais il peut y avoir des lois par État. On a une loi au niveau de la Californie qui ressemble beaucoup à la loi européenne. Donc, au-delà de la notion de droit fondamental, l'important, je dirais, lié à la sécurité informatique, c'est que si on laisse des traces de nos actions ou si on laisse nos données personnelles sans contrôle de l'individu et sans garde-fou, ben, on a des risques qui affectent les personnes. Ça peut aller de la courriel ciblé, qui est peut-être le risque le plus bénin. Donc, je sais que vous êtes intéressé dans le volley et il y a un match d'une équipe de volley qui a lieu bientôt. Bah, je peux vous proposer un courriel ciblé avec un discount de 10%. Peut-être que vous allez accepter l'offre. Et ça peut aller jusqu'à des choses qui ont un impact plus précis sur les personnes, plus important, l'usurpation d'identité. Donc, si vous avez été client de Desjardins depuis longtemps, vous savez peut-être qu'il y a eu une fuite de données en 2019. Suite à quoi il y a eu beaucoup d'usurpation d'identité. Donc, les données qui ont fuité, ça incluait
la date de naissance, le nom de la personne, l'adresse. Donc, c'est le genre de choses qui permet de prendre votre identité auprès d'un autre organisme pour faire un frais en votre nom. Donc, il y a beaucoup de recours en ce moment sur justement les enjeux de usurpation d'identité. Ça peut amener aussi au risque de profilage et de discrimination. Et si jamais vous allez demain au cœur des sciences, j'en discuterai un peu plus, mais il y a aussi tous les risques de manipulation de la personne, en particulier au niveau politique. Donc, si on est capable de faire du micro-ciblage en fonction de votre profil, on est capable d'essayer de vous influencer dans votre vote en vous envoyant de l'information. Donc, peut-être que vous n'allez pas voter pour un certain parti, mais il y a peut-être un point dans le programme de ce parti-là qui va vous parler, va vous raisonner. Donc, au lieu de vous envoyer l'information générale, je vais insister sur ce point-là pour essayer de faire évoluer votre vote. Donc, vous savez peut-être que lors du Brexit et des dernières élections de Trump, il y a eu cette comparaison avec Cambridge Analytica qui a aidé certains partis politiques à influencer, en tout cas envoyer de l'information pour influencer les votants dans une certaine direction. Donc, une des choses en tant que chercheur qu'on fait, c'est de travailler sur des technologies de protection de la vie privée. Alors, en anglais, c'est Privacy Enhancing Technology. Donc, ça peut se traduire peut-être technologie d'amélioration de la vie privée plutôt que de protection. C'est l'ensemble de technologies qui améliorent le contrôle d'un individu sur ses données et sur ses traces numériques. Et puis, ça inclut, par exemple, des technologies comme le chiffrement homomorphe. Si vous avez, je ne sais pas si Marco a déjà parlé, Marc-Olivier Kilijan, mais si jamais il vient vous présenter sa recherche, lui, il travaille beaucoup sur les outils cryptographiques pour être capable de faire des... Donc, le chiffrement morse, le cas d'usage traditionnel, c'est que vous avez des données, mais vous n'avez pas la puissance de calcul. Vous allez externaliser votre calcul, donc vous allez chiffrer vos données avec du chiffrement homomorphe, l'envoyer à un fournisseur d'infos nuagiques. Le fournisseur d'infos nuagiques, à cause des propriétés du chiffrement homomorphe, pourra faire des calculs dessus, mais ne verra pas le résultat. Il vous renvoie ensuite le résultat. Vous allez pouvoir le déchiffrer. Donc, un cas d'usage, ça peut être, vous avez beaucoup de données, vous voulez entraîner un réseau de neurones profond, mais vous n'avez pas la puissance de calcul. Vous allez déléguer le calcul à un fournisseur d'infos nuagiques qui récupère le résultat. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une technologie de protection je vais plutôt me focaliser sur l'anonymisation. Donc là, le cas d'usage, c'est plutôt on a des données, on veut les ouvrir ou les partager, mais on a des risques de retrouver les données d'une personne. Donc, ce qu'on voudrait, c'est modifier les données pour garantir qu'on ne puisse pas réidentifier cette personne-là dans les données, mais préserver des informations globales. Donc, souvent, quelle que soit la technologie, en vie privée, je dirais les deux grands principes, c'est d'abord la minimisation de données. Donc, essayer de collecter ou révéler que l'information qui est nécessaire pour le service. Et la souveraineté de données qui est un peu plus floue, mais qui est essentiellement comment on peut donner à un individu un meilleur contrôle sur ces données et l'usage qui est fait de ces données. Et ce qui est arrivé aussi, vous le savez sûrement, mais dans je dirais, les 10 dernières années, on a aussi tous les enjeux de données massives et d'intelligence artificielle qui viennent se rajouter aux enjeux traditionnels de vie privée. Donc, essentiellement, on est dans une situation où, grâce aux avancées algorithmiques en apprentissage machine, à la quantité de données et à l'augmentation de la puissance de calcul, on est capable d'entraîner des modèles d'apprentissage à réaliser des tâches qui étaient considérées difficiles il y a une dizaine d'années. Donc, par exemple, on est capable d'avoir des systèmes qui se mesurent à un niveau professionnel à des joueurs de Go, ou d'avoir des systèmes qui sont capables de prendre une image et de faire une description textuelle extrêmement précise, beaucoup plus que ce qu'on avait il y a une dizaine d'années, où c'était vraiment... On avait quelques systèmes qui pouvaient vous dire que dans telle image, il y a tel animal, mais là, on arrive avec des systèmes avec une description extrêmement détaillée de l'image. Et donc ça amène aussi un accroissement de la quantité des données disponibles. Et souvent, quand on parle de données massives, c'est des données personnelles. Donc, évidemment, il y a des télescopes qui prennent des données à l'autre bout de la galaxie qui font partie des données massives. Mais souvent, les données qui sont collectées, ça va être des données que vous avez fournies, des vidéos, des images, mais ça peut être aussi des données de navigation, votre génome, si jamais il y en a parmi vous qui ont des Ancestry Noël dernier, des données de santé. Donc, c'est beaucoup de données personnelles. Donc, la promesse qu'on a, c'est que si on analyse ces données, on arrive à faire des inférences et je dirais, à développer des connaissances qui n'étaient pas possibles auparavant, mais évidemment, ça crée des enjeux de vie privée quand on fait des inférences sur les personnes ou quand on intègre ces modèles-là dans des aspects qui touchent notre quotidien. Je n'ai pas mis l'exemple, mais par exemple, si vous allez à la banque et que vous avez le score de crédit ou le score de pouvoir payer le prêt qui est calculé par un modèle d'apprentissage, on a tous les risques aussi d'équité et de discrimination qui apparaissent. Donc aujourd'hui, j'ai parlé de l'anonymisation. Comme je disais, le cas d'usage classique, c'est on a par exemple des données de mobilité. Donc ça, c'est un exemple réel qui s'appelait DKD, c'est Data for Development, c'est ça la signification de l'acronyme, où il y a des données de mobilité de
collectées par les opérateurs téléphoniques. Donc, vous savez sûrement que votre opérateur téléphonique sait où vous êtes par la position de votre téléphone par rapport aux antennes. Et là, ils avaient ouvert les données. Donc, c'était Sonatel, qui est une filiale d'Orange au Sénégal, qui a ouvert les données de mobilité des personnes en disant aux chercheurs, proposez des projets. Donc, quand on regarde les résultats de ce qui a été fait, on voit qu'il y a des choses vraiment importantes qui sont issues de ces données-là. Donc, il y a par exemple des analyses du trafic routier pour savoir comment placer une nouvelle ligne de bus ou des modèles de propagation d'épidémies qui avaient été faits à l'époque. Donc, on voit qu'il y a des choses au niveau des propriétés globales des données qui bénéficient à la société. Mais là, évidemment, l'enjeu, c'est comment on peut anonymiser ces données en limitant les risques de retrouver une personne particulière dans ces données. Et une des choses aussi qui est arrivée avec les données massives, c'est que il y avait de la recherche sur la vie privée, je dirais, depuis les années 90, qu'on a Internet ou même avant. Mais les données massives ont augmenté les risques à cause de la quantité et de la diversité des données. Donc, une des choses que je n'ai pas mentionné aussi, c'est que avec les objets connectés qui apparaissent, qui amènent de nouvelles données, ça enrichit encore ce qu'on peut utiliser. Donc, je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui ont un bracelet Fitbit, par exemple. C'est des données de santé qui sont collectées en temps réel au quotidien, qui n'étaient pas collectées il y a une dizaine d'années. On a des caméras aussi de surveillance dans les maisons ou à l'extérieur, des compteurs électriques intelligents qui vont prendre vos consommations électriques de manière précise au lieu juste de le prendre dans le mois. Donc tout ça, c'est aussi, on peut aussi l'utiliser pour intégrer ça dans des modèles d'inférence sur les personnes. Aussi, une des choses qui apparaît avec les données massives, c'est que avant, on avait tendance à dire qu'un des enjeux de protection de la vie privée, c'est qu'on demande à une personne le consentement pour un service particulier. Donc, par exemple, on vous demande vos données pour vous fournir un service précis. Mais là, avec les données massives, on est beaucoup dans le contexte où parfois on dit on veut faire parler les données, donc on ne sait même pas ce qu'on recherche. Mais on va analyser les données en espérant voir observer des phénomènes qui émergent. Et donc là, la question de la finalité de la collecte ou l'objectif d'utiliser ces données n'est pas clair. Souvent, on va vouloir recroiser ces données-là, les réutiliser dans beaucoup de contextes. Donc, le fait de dire à une personne, est-ce que vous consentez à me donner vos données, mais je ne peux pas vous dire à quoi je vais les utiliser, quels sont les usages futurs, ça devient aussi problématique. Parfois, on arrive à faire des inférences qui sont extrêmement précises, donc on arrive parfois même à avoir des cas où le système connaît plus de choses sur vous que vous n'en savez sur. Ou même un exemple classique, c'est si vous êtes une femme enceinte et que vous avez un bracelet Fitbit, il y a de bonnes chances que la compagnie puisse éventuellement déduire de vos signes physiologiques que vous êtes enceinte avant même que vous n'en ressentiez les symptômes vous-même. Il y a aussi l'enjeu qu'une fois qu'on a divulgué des données, même si on se rend compte qu'il y a des enjeux de vie privée, si on n'avait pas anonymisé correctement, c'est souvent trop tard. Donc on parle parfois du droit à l'oubli, mais souvent le droit à l'oubli, c'est plutôt par rapport à une compagnie, on lui demande d'effacer les données qu'elle a sur nous, mais ce n'est pas un droit magique où vous appuyez sur un bouton et toutes les copies des données où vous apparaissez vont disparaître. Donc si je mets publiquement disponible une base de données, même si je me rends compte 5 minutes plus tard qu'il y a un problème, il y a peut-être déjà quelqu'un qui a fait une copie et c'est déjà trop tard. Je peux pas à moins de pouvoir retracer toutes les copies qui sont faites, c'est extrêmement difficile. Et il y a des enjeux en termes d'éthique d'inférence. Donc parmi toutes les inférences qu'on veut faire et qui sont possibles, est-ce qu'en tant que société, on veut forcément aller de l'avant avec tout? Donc si, par exemple, j'ai mis un exemple d'inférence sensible ici, c'est la police prédictive. Donc c'est dans la ville de Chicago, essentiellement la ville avait fait affaire avec une compagnie qui propose d'interfacer son modèle d'apprentissage au casier judiciaire des personnes de la ville et qui prend aussi des données sur les réseaux sociaux et d'autres sources de données publiques, qui va arriver avec une liste essentiellement des personnes qui sont susceptibles de commettre des crimes. Donc c'est un peu comme Minority Report. On veut dire telle personne là est susceptible de commettre un crime, on va aller toquer à sa porte. On va lui dire que la police le surveille parce qu'on l'a mis dans la liste des personnes susceptibles de commettre des crimes. Donc, vous voyez tous les enjeux éthiques. Si le modèle a tendance à discriminer par rapport à certains groupes de la population, il y a aussi l'enjeu dans un contexte de réhabilitation, d'aller toquer sans arrêt aux portes des personnes pour leur rappeler qu'ils ont commis des crimes. C'est pas forcément la meilleure chose. Donc, ce système-là a été abandonné. C'était un exemple historique réel, mais pour toutes les raisons éthiques, la ville de Chicago a fini par arrêter ce système-là parce que ce n'était pas conclusif du tout. Enfin, donc j'aurais dû dire, il y a tous les enjeux éthiques qui sont sous-jacents, mais même en termes de est-ce que ça fonctionne, c'est pas clair que ça fonctionne du tout. Même si vous regardez juste l'objectif de réduction de crimes ou est-ce que ça a un impact sur prévenir les crimes futurs, c'est pas clair du tout que ça a un impact positif. Voilà, donc aujourd'hui, je vais me focaliser sur l'anonymisation, mais je voulais vous mentionner
Je dirais les principaux axes de recherche dans lesquels je travaille dans le cadre de ma chaire. Donc, le premier, c'est sur l'anonymisation des données large échelle. Donc, je vais en parler aujourd'hui, mais en particulier, je vais vous montrer comment on peut faire des attaques de réidentification sur des données de géolocalisation et comment on peut aussi apprendre des structures de données qu'on bruiterait pour être capable de préserver des propriétés globales des données de mobilité, mais éviter de garder les profils détaillés. Donc ça, c'est ce que je vais détailler dans le reste de ma présentation. Un autre enjeu sur lequel je travaille, j'ai parlé dans la présentation d'avant, pour ceux qui m'ont vu ce matin, c'était plutôt sur les enjeux de vie privée liés aux données massives et aux modèles d'apprentissage. Donc, une partie de ma recherche, c'est on a des modèles d'apprentissage, on dit souvent que c'est des boîtes noires, mais en fait, les modèles d'apprentissage, essentiellement, ce qu'ils font, c'est synthétiser ou condenser leurs données d'entraînement. Donc, même si on a l'impression que c'est des boîtes noires, il y a des attaques de vie privée qui permettent de retrouver des propriétés des données d'entraînement, voire les données d'entraînement. Et si vous conjuguez le fait qu'on demande en plus des explications à ces modèles-là, essentiellement, vous rajoutez de l'information à l'adversaire pour conduire des attaques. Donc, une des parties de ma recherche, c'est les interactions entre vie privée et explicabilité dans le contexte de l'apprentissage machine et comment est-ce que les explications peuvent augmenter les risques ou comment est-ce qu'on peut essayer de créer des explications qui sont plus robustes aux attaques de vie privée. Une autre partie de ma recherche, ou la dernière partie, c'est sur les enjeux que j'ai mentionnés tout à l'heure d'équité et d'explicabilité. Donc, comment est-ce qu'on peut modifier les données d'entraînement pour être sûr que le modèle qui va être appris sur ces données est plus équitable que le modèle de départ qui aurait par exemple capturé le biais historique dans les données. Si vous avez par exemple des données où vous voulez entraîner un système à prédire un salaire à l'embauche à partir de profils de CV, et que ça fait 30 ans qu'on propose un salaire qui est plus bas à des femmes qu'à des hommes, comment est-ce qu'on peut corriger le biais dans les données d'entraînement de telle manière à ce qu'une fois que le modèle est appris sur ces données, le biais est diminué ou en tout cas soit contrôlé. Et puis, il y a une semaine de ça, j'ai parlé de ce qui était blanchiment éthique. C'est plutôt la question de comment est-ce que, en tant que compagnie, on peut essayer de tricher en prétendant que notre modèle respecte un certain enjeu éthique, alors qu'en fait, on triche dans les explications ou dans l'équité. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Ce que vous appelez de l'équité du modèle. Donc, c'est essentiellement, il y a plusieurs définitions, mais une définition, ça serait par exemple équité individuelle. Donc, tu regardes à deux profils qui sont égaux, à part sur un attribut sensible comme le sexe. Est-ce que le modèle donne la même prédiction? Donc, si je reprends l'exemple de l'analyse de CV, ou même de la prédiction de risque de récidive, on aimerait que si on a deux personnes qui ont le même historique criminel ou le même CV, mais qui différencient sur, par exemple, le sexe ou l'origine ethnique, le modèle fasse la même prédiction. C'est une chose qu'on peut forcer dans les modèles. Une autre chose qu'on peut regarder, c'est plutôt les notions d'équité de groupe. Donc là, ça demande plutôt de faire des statistiques. Est-ce que la proportion d'individus acceptés d'un groupe est la même que dans le groupe? Donc, par exemple, est-ce que la proportion d'hommes et femmes embauchés est la même ou est-ce qu'il y a une grosse différence et on peut essayer de rééquilibrer les différences? Ça, c'est deux façons de faire l'équité. Il y a plein de manières de définir l'équité et une des choses que j'ai dit ce matin dans ma présentation d'avant, c'est qu'un des enjeux, c'est que tant qu'il n'y a pas de spécification dans un standard ou une loi qui dit dans tel contexte quelle est la métrique d'équité, une compagnie peut essayer de choisir la métrique d'équité qui l'arrange. Donc, sur les modèles d'apprentissage, il y a un tutoriel qui s'appelle 21 définitions d'équité. Et essentiellement, si vous avez entraîné votre modèle sans vous préoccuper de l'équité, mais que vous voulez faire ce que j'appelle le blanchiment éthique, donc vous voyez qu'il y a une législation qui s'en vient, qui va vous demander de rendre des comptes sur l'équité de votre modèle. Vous pourriez tester les 21 définitions pour lesquelles il y a un article scientifique avec des centaines de citations, puis juste choisir la métrique qui vous arrange. Et dans le cas de Compass, qui est ce logiciel de prédiction de récidive, c'était essentiellement l'argument que la compagnie qui fait ce logiciel a répondu à l'article qui avait été fait par un collectif de la société publique qui avait mesuré justement les biais de ce modèle-là. Ça répond. Donc, au niveau de l'anonymisation, souvent, au niveau de la vie privée en général, les gens savent que typiquement votre numéro de sécurité sociale, je pense qu'on vous a assez répété que c'est quelque chose qui ne doit pas être diffusé, donné, même si parfois les opérateurs téléphoniques ont tendance à le demander quand vous avez Pour se connecter à son portable. Pourquoi est-ce que c'est des données sensibles? Parce qu'en général, c'est un identifiant direct. Donc, si on a plusieurs bases de données où le même identifiant apparaît, c'est facile de croiser, faire du profilage.
Mais ce qu'on réalise souvent pas, c'est qu'il y a certaines données que j'ai appelées les quasi-identificateurs qui, de façon séparée, sont pas identifiants, mais pris ensemble, vous identifient. Donc, le cas classique, c'est votre code postal, votre date de naissance et votre sexe. Donc, si vous prenez le nombre de personnes qui habitent dans votre code postal, il y en a sûrement des centaines ou des dizaines. Le nombre de personnes qui sont nées le même jour que vous au Québec, aux endroits, il y en a sûrement aussi beaucoup. Le nombre de personnes d'un certain sexe, il y en a aussi beaucoup. Si on prend la combinaison de ces trois attributs, souvent c'est unique. Donc si on dit qu'on n'a pas d'identifiant direct, mais qu'on a cette combinaison-là qui est commune entre deux bases de données, c'est assez facile de chaîner les bases de données et puis de retrouver l'identité de la personne. Une autre chose que je pense qui n'est pas assez pris en compte, c'est pour moi le risque lié à la fuite de données va varier en fonction de ce que j'appelle le potentiel d'inférence de la donnée. Par exemple, si je vous demande pour qui vous avez voté aux dernières élections provinciales, je pense que ça va vous choquer, parce que je vais peut-être pas Non, ça te choque pas. Mais même si vous me le, j'allais dire même si vous me le dites, je pourrais pas inférer beaucoup de choses sur votre niveau de revenu, votre métier. Bah, peut-être qu'il y a des paramètres qui sont très corrélés avec des, des- des choses particulières, mais en gros, le potentiel d'inférence est petit. Alors que les données de mobilité qu'on va discuter juste après, le potentiel d'inférence est très grand. Donc, si vous acceptez d'installer une appli qui prend votre position GPS tous les 5 minutes, que vous me donnez à la fin de la semaine toutes vos données, bah, je pourrais déduire où vous habitez, où vous travaillez, éventuellement votre religion en fonction du lieu de culte que vous visitez. On peut déduire aussi des informations comme le niveau de revenu en fonction de type de restaurant où vous allez, et du prix moyen dans la carte. Donc, si vous allez dans un dans un fast-food ou si vous allez dans un restaurant où le prix de la carte est à 60 $, en général, ça peut révéler de l'information, sans parler d'autres faits comme la vitesse de marche, peut révéler des informations liées à l'âge ou l'état de santé, beaucoup d'autres choses. Autre exemple de données avec un fort potentiel d'inférence, il y a tout ce qui est données génomiques. Puis je mentionne ces données-là parce que souvent aussi, j'en parlerai pas en détail, mais souvent on a l'impression que la vie privée, c'est un choix individuel. Donc peut-être que vous allez me dire, c'est bien beau de faire la recherche en vie privée, mais moi, ça me dérange pas de tout partager. Mais il y a des cas où partager vos données peut avoir un impact sur d'autres personnes. En tout cas, des données génomiques. Si vous avez envoyé votre salive à Ancestry pour avoir une idée de l'origine, d'où viennent vos ancêtres, il faut savoir que du coup, vous avez révélé l'information sur vos parents et sur vos enfants. Donc potentiellement, ça peut avoir d'impact sur d'autres personnes. Et aussi, les données génomiques sont sensibles parce qu'on peut inférer des prédispositions à certaines maladies ou à développer des problèmes de santé. On peut éventuellement, comme Ancestry le propose, avoir l'information sur l'origine ethnique, faire de la discrimination génétique. Donc, et potentiellement, si une fraction assez importante de la population donne toutes ces données à Ancestry, ils sont capables de tout reconstruire. L'exemple le plus marquant, si vous avez déjà entendu parler de l'affaire du Golden State Killer, c'était un tueur en série en Californie à la fin des années 70, où essentiellement donc les policiers n'ont pas trouvé la personne à l'époque, mais avaient récupéré, je pense que c'était un cheveu ou en tout cas un morceau d'ADN. Et ils ont réussi à le retrouver 40 ans plus tard en faisant justement affaire avec une compagnie qui fait du séquençage génomique large échelle. On avait, non pas parce que lui avait envoyé sa salive, mais parce qu'on avait assez d'informations sur des proches qui permettaient de reconstruire son génome à lui. On a aussi toutes les données des réseaux sociaux, donc même si vous avez un profil de Facebook qui est privé, il y a des modèles d'apprentissage qui essentiellement font des inférences sur des graphes ou juste la connaissance que vous avez des liens d'amitié avec certaines personnes et le fait que ces personnes-là aient renseigné leurs loisirs, leur travail, l'école où ils ont été étant petits, permet de propager l'information, puis de faire des inférences sur eux. Ce qui arrive aussi souvent, c'est que les gens avec qui on a un lien social, c'est qu'on partage quelque chose. Donc, soit on était à la même école, c'est des amis d'enfance, on était au même travail, on est au même parti politique. Donc, même si vous avez l'impression d'être isolé, juste la structure du graphe et le fait que certaines personnes aient renseigné les informations permet aussi de faire des inférences assez précises. Et après, je reviens encore aux inférences sensibles ou éthiquement discutables. On voit aussi apparaître toutes sortes de choses où, pareil, est-ce qu'on veut avoir des systèmes qui essaient de prédire l'orientation sexuelle à partir de photos pour intégrer cette information-là dans un système de... Donc là, il y a plein de questions sur la validité scientifique de cette étude-là, mais même si on pouvait le faire, est-ce qu'on va avoir des... Par exemple, pour le recrutement, je ne sais pas si ça se fait beaucoup au Canada, mais au Royaume-Uni, il y avait des systèmes qui se proposaient essentiellement de... La personne devait enregistrer une vidéo, expliquer qui elle est,
Puis le système analysait automatiquement la vidéo pour dire si cette personne-là a été, en tout cas, pour faire un premier filtrage par rapport à un emploi. Je ne sais pas si ça se fait ou plus. Donc là, l'objectif, c'était, il y a des postes où les gens reçoivent des milliers de candidatures. Donc pour sauver du temps, on dit aux gens, c'est faites une vidéo de 5 minutes. Puis le système va analyser automatiquement la vidéo et faire du pré-filtrage. Donc si le système s'amuse, même sans le faire exprès, peut-être à internaliser certaines informations qui seraient liées à l'orientation sexuelle pour prendre sa décision. Vous voyez les enjeux éthiques. Donc pour anonymiser les données, en gros, ce qu'on aimerait faire, c'est modifier les données avant la publication. Peut-être retirer de l'information ou rajouter du bruit. Je vais donner quelques exemples de techniques d'anonymisation. Pour être sûr qu'on ne puisse pas réidentifier la personne. Donc ça, c'est souvent la première chose qu'on essaye de prévenir en termes d'inférence. C'est est-ce que si, une fois que j'ai publié mes données, est-ce qu'on arrivera à retrouver les données qui sont liées à mon profil, à mon identité en particulier? Parfois, on veut aussi empêcher justement plutôt ce qu'on appelle l'inférence d'attribut. Donc, si les données sont publiées, est-ce qu'on peut retrouver l'origine ethnique de la personne? Donc, on pourrait imaginer des situations où j'arrive pas à retrouver l'identité de la personne, mais je suis capable d'inférer que à 95%, c'est une personne qui est sûrement de tel sous-groupe de la population. Ça, c'est aussi un enjeu de vie privée que potentiellement on voudrait éviter. Donc, le risque étant que peut-être qu'il y a une décision qui va être prise sur ce profil, même si la machine ne sait pas quelle est l'identité de la personne, ou alors peut-être qu'un jour, cette personne-là va être réidentifiée et on sera capable de rajouter ça à son profil comme information sensible. Donc l'anonymisation, c'est une question qui est étudiée depuis très longtemps par les agences statistiques, donc essentiellement qui font du recensement et qui se posent la question comment est-ce qu'on peut partager des données avec des chercheurs sans révéler les données précises. Mais essentiellement, il y a beaucoup dans la littérature, en fait, il y a beaucoup plus de cas d'attaques qui ont réussi que de méthodes qui durent sur le long terme. Il y a un contre-exemple qui est la confidentialité différentielle que je vais mentionner, mais c'est juste pour vous dire, en fait, c'est une question scientifique qui est étudiée depuis très longtemps, mais qui est difficile et qui reste ouverte dans pas mal de types de données. Il n'y a pas de technique magique qui fonctionne pour n'importe quel type de données. Donc, si vous voulez anonymiser des données génomiques, des données de mobilité ou un graphe, ça va être des techniques complètement différentes. Souvent, avec les données massives, dès qu'on a des nouvelles données qui sont publiées, en fait, on est plutôt dans un espèce d'exercice d'analyse de risque. Donc, peut-être qu'aujourd'hui, le risque de réidentification, il est très faible parce que j'ai essayé d'utiliser l'état de l'art des attaques de réidentification, puis les bases de données publiquement disponibles que l'adversaire peut utiliser, elles ne sont pas vraiment utiles, mais peut-être que dans 2 ans, je ne sais pas, il y a la STM qui décide de publier les données d'usage du métro pendant 1 mois, et d'un coup, je vais pouvoir les utiliser pour croiser ça et réidentifier une grande partie des personnes. Donc, je pense que la question, c'est aussi de refaire l'exercice d'analyse de risque de manière régulière. Donc, une des premières choses que je voulais mentionner par rapport à l'anonymisation, c'est que juste enlever les identifiants directs et les remplacer par des pseudonymes, ce n'est pas suffisant. En particulier, parce que souvent, si vous avez une donnée qui a un fort potentiel d'inférence, il y a beaucoup d'informations dans les données qui peuvent permettre de retrouver l'identité de la personne, ou en tout cas de créer un profil détaillé. L'exemple historique, c'était AOL, donc qui est un fournisseur d'accès Internet aux États-Unis, qui en 2006 avait décidé d'ouvrir les données. Donc si vous étiez client d'AOL, en 2006, vous aviez un moteur de recherche à la Google, où vous pouviez faire des recherches, et là, AOL s'est dit, ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir les données. Donc l'objectif, c'était, on n'était pas encore dans le contexte des données massives, c'était de donner accès à des données à des chercheurs sur des gros volumes de données de requêtes. Et donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont juste remplacé le nom des personnes par un numéro aléatoire, donc un pseudonyme. Donc toutes les requêtes étaient quand même chaînées entre elles, mais on ne savait pas le nom de la personne qui a fait la requête. Mais donc vous imaginez si je vous dis, vous inquiétez pas, enfin si Google vous dit, je vais rendre public les données que vous avez fait dans le dernier mois, mais vous inquiétez pas, je vais enlever votre nom et prénom. Et je ne toucherai pas aux requêtes, elles vont tous être chaînées par un pseudonyme et un identifiant aléatoire. Souvent, dans les requêtes, il y a beaucoup d'informations qui concernent les personnes. Donc là, c'est un article du New York Times où essentiellement, le journaliste avait retrouvé cette vieille dame parce qu'elle faisait des recherches pour des cadeaux pour ses petits-enfants. Elle cherchait un restaurant près de là où elle habitait. Elle avait un chien qui était malade, donc c'était assez facile de retrouver l'identité de la personne ou de faire un profil détaillé. Et le pire étant ce qu'on appelle les requêtes de vanité. Donc j'imagine, vous avez tous peut-être un jour tapé votre nom et prénom sous le moteur de recherche de Google pour voir ce qui apparaissait. Donc si je vous dis, vous inquiétez pas, j'ai enlevé le nom devant la requête, mais j'ai pas touché la requête, peut-être qu'il y a l'identité dedans. Donc,
souvent, il faut faire plus que juste d'enlever les identifiants directs. Et ce qu'il faut faire, c'est anonymiser, ou j'utilise le terme parfois assainissement plutôt qu'anonymisation, parce que je trouve que les compagnies ont tendance à utiliser anonymisation pour pseudonymisation ou quasiment ne rien faire, donc en faisant croire qu'elles ont fait beaucoup, mais en utilisant des méthodes qui sont très peu protectrices. Donc essentiellement, l'assainissement, c'est tout processus qui essaye de rajouter du bruit ou d'enlever de l'information pour accroître l'incertitude dans les données afin de limiter les attaques de vie privée, tout en essayant de préserver de l'information utile. Et donc, souvent, le cas d'usage, ça va être divulguer publiquement de l'information, donc dans un contexte d'ouverture de données, par exemple. Et donc, l'utilité, en fait, on peut imaginer de le mesurer de plein de façons différentes. Ça peut être préserver des propriétés globales des données, donc comme par exemple, si on fait de l'analyse de mobilité, est-ce que j'arrive à, une fois que j'ai anonymisé, quand même à voir les flux principaux de personnes qui se déplacent le matin pour aller au travail? Ou si vous entraînez un modèle d'apprentissage, c'est quoi la perte de précision dans ma prédiction comparée aux données brutes? Ça peut être une métrique d'utilité standard que les gens utilisent. Et donc, pour anonymiser les données, les grandes approches que les gens utilisent, les grandes familles, c'est soit la perturbation, donc on rajoute du bruit et la vraie valeur, pour essayer de cacher cette information-là. Donc, par exemple, si vous avez besoin de divulguer votre âge, vous pourriez tous rajouter un bruit gaussien centré sur la vraie valeur. Et donc, si tout le monde fait ça, globalement, on va avoir préservé, on sera capable d'estimer la moyenne de l'âge, mais pas l'âge exact de chaque personne. On peut aussi essayer d'agréger les informations. Donc, au lieu de révéler le salaire de chaque personne, on peut révéler le salaire moyen, ou ici, au niveau des positions, au lieu de révéler la position exacte, on peut révéler la position moyenne. On peut généraliser, ça veut dire perdre en granularité de l'information. Au lieu de les coordonner latitude, longitude, je pourrais simplement donner le quartier où se trouve la personne. On peut effacer, évidemment. Si vous avez quelqu'un qui a un profil trop atypique, vous pourriez vous dire, bah, je fais d'abord un traitement des anomalies. Pourquoi on fait ça? C'est que souvent, les gens qui sont atypiques, si vous voulez cacher leur présence dans les données, il faut rajouter beaucoup plus de bruit. Donc, une chose qu'on pourrait faire, c'est effacer leur présence, donc leur enregistrement ou une partie de leur information. La seule chose où il faut faire attention, c'est que parfois, si les règles d'effacement sont trop prévisibles, on peut potentiellement les inverser. Donc, si par exemple, vous avez un hôpital qui dit « Je veux publier les profils de mes patients avec les maladies associées, mais si les personnes ont une maladie sexuellement transmissible, j'enlève l'information. » Bah, si c'est la seule règle qui fait qu'il y a une étoile dans la base de données, c'est facile d'inverser. Donc, parfois, les gens n'y pensent pas, mais si la règle d'effacement est trop prévisible, c'est facile de revenir en arrière. Et il y a des gens qui proposent aussi d'ajouter des données synthétiques avec les vraies données ou d'utiliser directement les données synthétiques comme étant une source de données à partager. Donc, quelle que soit votre méthode d'anonymisation, je dirais en vie privée, les gens se séparent souvent entre les gens qui font des attaques et les gens qui font des dépenses, un peu comme la sécurité en général, je dirais. Et la partie attaque en vie privée, c'est étant donné un ensemble de données anonymisées, est-ce que je peux construire une attaque qui permet de retrouver, par exemple, l'identité des personnes ou de prédire la tribu sensible? Donc, on se met dans la peau d'un attaquant qui observe des données anonymisées, qui va aussi regarder quelles sont les sources d'informations publiques disponibles sur Internet. Parfois, il y a des attaques de vie privée où on utilise une autre base de données qu'on chaîne avec la base de données anonymisée pour retrouver l'identité. Et l'objectif, c'est d'essayer de mesurer si le niveau de risque résiduel de vie privée est en dessous d'un certain seuil, ou au contraire, si on considère que le risque résiduel est trop important. Et comme je disais, un des enjeux, c'est que moi, je vois ça comme une analyse de risque à faire de manière régulière à cause des nouveaux ensembles de données qui risquent d'être disponibles et aussi des avancées dans les attaques. Donc, c'est très difficile, en tout cas pour une compagnie, de dire les données sont anonymes aujourd'hui, je les publie, puis j'oublie complètement ces données-là, je ne fais rien d'autre. Je pense qu'il y a une veille technologique à faire. Donc, la première attaque de désanonymisation à large échelle, c'est une attaque qui a été faite à la fin des années 90. Et l'idée, elle est vraiment extrêmement simple. Ça reprend l'idée de quasi-identificateur que j'ai mentionné tout à l'heure. Donc là, encore, donc la question qu'on me pose souvent, c'est à chaque fois que je présente les attaques, les gens me disent « mais les gens étaient fous, pourquoi ils ont publié ces données-là? C'était quoi l'intérêt ?» À chaque fois, l'intérêt, c'est souvent pour la science, on est à la fin des années 90, il n'y a pas beaucoup d'exemples de données de profils de personnes et de maladies. Et donc, ce que l'État du Massachusetts a fait à la fin des années 90, c'est dit l'État gérant aussi les dossiers de santé de 100 000 et quelques employés, ils se sont dit on va publier ces données-là, mais on va enlever les identifiants directs.
Et en fait, dans l'État du Massachusetts, vous avez aussi vous pouvez acheter pour 20 $ un autre registre qui s'appelle le registre des votants, où essentiellement vous avez le nom des personnes qui ont le droit de voter, avec leur code postal, leur date de naissance et le sexe. Et dans l'ensemble qui venait d'être publié, vous aviez justement l'origine ethnique des personnes, les diagnostics qu'ils ont eus, les médicaments qu'ils ont pris, le coût total de leurs traitements médicaux. Et là, l'attaque de réidentification, elle était extrêmement simple. C'était simplement de regarder est-ce que pour cette personne-là, il y a une correspondance ou pas dans la base de données. Et en fait, ce qui est arrivé, c'est que pour 85% des personnes, c'est souvent une. Donc, en fait, la chercheuse qui a fait ça s'appelle Latanya Swinney. Ça fait beaucoup de bruit parce que le gouverneur de l'État avait dit, vous inquiétez pas, on s'est préoccupé de la vie privée, il n'y a pas d'enjeu. Et en fait, elle lui a envoyé son dossier de santé par la poste. Dans le cas du gouverneur, si on regarde son code postal, il y avait 6 personnes qui avaient le même code postal dans les employés de l'État. Mais il n'y avait que 3 de ces personnes qui étaient des hommes. Et puis, il n'y en avait qu'un qui était né à la même date de naissance que cette personne. Donc ça, c'est un exemple juste de réidentification par chaînage avec quasi-identificateur. Une des choses qu'on a fait, qu'on a commencé quand j'étais en postdoc et qu'on avait continué avec donc, Marco, qui est l'autre prof de l'UQAM, qui travaille maintenant plutôt sur le chiffrement mort, c'était de regarder sur les données de mobilité, quels sont les types d'attaques par inférence qu'on peut faire. Et donc, ce qu'on a fait, c'est par exemple montrer que c'est très facile d'inférer les points d'intérêt d'une personne à partir de sa mobilité. Donc, je reprends l'exemple. Vous avez installé une appli qui prend votre position GPS toutes les 5 minutes. Si je regarde simplement les endroits où vous êtes resté au moins stationnaire pendant 5 minutes et où vous êtes allé 3 fois dans un mois, par exemple, bah, ça va capturer votre maison, ça va capturer votre travail, ça va potentiellement capturer le gymnase où vous allez faire du sport chaque semaine, le centre médical, peut-être même la boulangerie ou le café où vous allez de manière régulière. Et donc, ces endroits-là, ils ont tous une sémantique particulière et donc on peut inférer les centres d'intérêt à partir de ces endroits. Une autre chose aussi, c'est qu'on peut, souvent la paire maison-travail, c'est aussi unique dans la population. Donc, si vous regardez au niveau de l'adresse d'une personne qui habite dans une rue et l'adresse du lieu de travail, bah, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de personnes qui habitent à la même adresse que vous et qui travaillent au même endroit que vous, à part si vous êtes un contre-exemple, c'est ça? Si vous êtes dans un méga building peut-être de 60 étages où toutes les personnes ont l'habitude de travailler à un endroit, il y a sûrement des contre-exemples possibles. Mais... ce qu'on peut faire aussi, en fait, en termes de mobilité, en tant qu'humain, on est extrêmement prévisible parce qu'on a tendance à répéter toujours les mêmes schémas de mobilité. Peut-être que chaque matin, vous prenez le bus à peu près au même horaire, au même endroit, vous descendez au même endroit. Donc, on peut aussi très facilement construire un modèle qui va prédire, étant donné où vous êtes actuellement, où vous allez être dans 1 heure. On peut aussi shader les enregistrements pour faire de la réidentification. Donc, une fois qu'on a un modèle de mobilité, si vous avez un ensemble de données anonymisées qui est publié, essentiellement, les choses qu'on peut faire, c'est essayer de regarder d'avoir une mesure de distance entre les modèles de mobilité. Donc là, l'idée, c'est extrêmement simple, c'est qu'une chaîne de Markov où chaque nœud est un point d'intérêt où vous allez de manière régulière. Et on a aussi les probabilités, étant donné que vous êtes à ce lieu-là, d'aller vers un autre lieu. Et donc, si on construit 2 modèles de mobilité comme ça, on peut essayer de construire une distance entre les 2 modèles de mobilité et on peut réidentifier une personne. Donc, si ce modèle-là a été construit dans un ensemble de données anonymisées où je ne connais pas l'identité, bah, je peux essayer de trouver dans ma base de référence quel est le modèle qui est le plus proche et réidentifier de cette manière-là. Donc, l'exercice qu'on avait fait, alors un des enjeux qu'on a et qui est plutôt bon pour la vie privée, c'est que des ensembles de données de mobilité publiques, il n'y en a pas beaucoup. Mais il y en a un qui s'appelle GeoLive, qui est essentiellement des chercheurs de Microsoft en Asie qui ont accepté pendant 2 ans qu'on prenne leur position toutes les minutes. Donc je pense que si Microsoft voulait le faire dans d'autres pays, à mon avis, les employés diraient non. Mais dans ce contexte-là, en tout cas, on a 180 personnes. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils partagent le même lieu de travail. Donc ce n'est pas des personnes où c'est facile de les réidentifier parce que c'est des villes différentes. On a fait une approche standard en apprentissage machine où on sépare les données en ensemble entraînement et thèse. Donc, si on a par exemple les données pendant 2 semaines dans un ensemble de données, on peut prendre la première semaine pour entraîner le modèle. Donc là, on suppose que l'adversaire a observé la mobilité des personnes, il connaît leur identité, il construit un modèle. Puis après, il y a un autre ensemble de données la semaine suivante qui est l'ensemble de tests où on construit aussi les modèles, puis on va faire la mesure de similarité entre le modèle de référence et le modèle qu'on essaye à désanonymiser.
Et celui qui est le plus proche, ben, on va dire que c'est l'identité. Donc là, on arrivait avec des taux de réidentification de 45%, mais ça, c'était il y a un petit moment. Je pense que maintenant, on pourra arriver assez facilement avec des taux beaucoup plus importants. Oui, Dans l'exemple, là, c'est un des 7 a été anonymisé? Ouais. OK. J'ai... Après ça, vous avez roulé l'attaque sur l'autre en utilisant l'autre training set. c'est presque une attaque des plus proches voisins, si tu veux. Donc, tu as un ensemble de modèles où tu connais l'identité. Puis, tu as des traces de mobilité anonymes. Tu crées un modèle à partir de ces traces, puis tu regardes c'est lequel des modèles pour lequel tu connais l'identité qui a la plus Chaque petite entrée se distance. fait associer à une chaîne de Markov, genre. Ouais. Ça, c'est peut-être un détail, là. C'est-tu facile à comparer deux chaînes de Markov, genre? Bon, ce qu'on avait fait comme mesure de distance, c'est essentiellement chaque nœud ici, c'est une position géographique. Donc, ce que tu peux faire, c'est d'essayer de trouver le nœud le plus proche géographiquement à côté. Donc, c'est vrai qu'en termes de GPS, souvent, même si tu restes stationnaire, ton GPS va prendre des positions un peu différentes, mais la distance est très petite. Donc, si tu as essayes de regarder en fait quel est le nœud le plus proche de l'autre côté. Donc, tu essayes d'avoir une correspondance au niveau de la distance géographique. Et après, tu essayes de regarder aussi les probabilités de transition pour voir si elles correspondent. Ce qu'on voulait écarter, c'est des gens qui qui fréquentent les mêmes endroits, mais qui ont des probabilités de se déplacer d'un endroit à l'autre un peu différentes. Je sais pas trop ce que ça pourrait être, je sais pas, des personnes qui habitent ensemble, Qui vont travaillent ensemble, mais qui vont pas aux mêmes endroits à la même fréquence. les mêmes cédules, là. Par exemple, ça pourrait être j'amène ma fille le matin à la garderie. Peut-être que la prédisposition en partant de la maison à aller là est différente pour la personne qui amène l'enfant que de celle qui va le chercher, qui a plutôt tendance à transitionner depuis le travail vers la garderie. Voilà. Donc ça, c'est des travaux qu'on a fait il y a une dizaine d'années, donc c'est assez vieux. Maintenant, tu pourrais, enfin, sur de tout ce qui est données géographiques et aussi sémantique de profil qui est visité, il y a beaucoup de travaux sur les embeddings, sur les plongements, où les gens essayent de créer des transformations qui plongent tes données en fait comme juste une coordonnée dans un certain espace, où là, c'est encore plus facile de faire de la distance. Il y a des questions? Donc, si jamais vous voulez assainir des données, les 3 questions à régler, c'est quel est le modèle de vie privée que vous voulez utiliser? Comment vous allez implémenter ce modèle-là avec un algorithme? Donc souvent, je vais donner l'exemple de la confidentialité différentielle, mais ça donne une façon de voir ou de formaliser la vie privée, mais souvent, il y a plein d'algorithmes différents qui permettent de prendre vos données brutes et de les transformer de manière à assurer cette propriété. Et après, il y a évidemment la question de comment vous allez quantifier l'utilité des données résultats. Donc, historiquement, la chercheuse qui a envoyé son dossier de santé au gouverneur de l'État, elle ne s'est pas contentée de dire il y a un problème, elle a proposé un modèle de vie privée qui s'appelle la canonimité. L'idée, c'était on assainit les données en créant des groupes dans lesquels vous allez être cachés par les profils du groupe. Ce qu'on fait, c'est qu'on va vouloir prendre... Là, on a un ensemble de patients dans un hôpital et on veut modifier les cases identifiants de manière à ce que pour chaque individu, il soit caché dans un groupe où tous les profils se ressemblent. Donc, pour modifier les profils, ce qu'on fait, c'est qu'on va généraliser des attributs. Donc, par exemple, le code postal, si vous avez un code postal sur 5 chiffres, en général, et c'est vrai au Canada, là, c'est 6 chiffres et lettres, mais essentiellement, chaque chiffre que vous enlevez, ça va spécifier une ligne plus grande. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est enlever, par exemple, les 2 derniers chiffres ou prendre une tranche d'âge au lieu de l'âge exact. Et dans ce groupe-là, essentiellement, ça va être difficile. Si quelqu'un connaît votre code postal, votre âge et votre nationalité, il sera éventuellement capable de savoir dans quel groupe vous allez être, mais il ne sera pas capable de savoir quel enregistrement vous allez être. Donc, l'objectif de la canonimité, c'était d'éviter les attaques de réidentification. En faisant de la généralisation et de la suppression, et donc là, vous imaginez comment est-ce qu'on essaye de minimiser la perte d'utilité ou c'est quoi le jeu qu'on essaye de faire. Donc, si j'effaçais tout, j'aurais atteint ma anonymité, mais est-ce que j'ai de l'utilité? J'imagine que les privés qui existent quelque part qui me permettent de savoir qui sont des vrais exemples, c'est qui sont. Alors ça, c'est une autre question. Ouais. Dans le domaine médical, les gens parfois veulent garder de l'information pour... Mais là, je posais plus la question de comment est-ce qu'on raisonne en termes de perte d'utilité
Donc, il y aurait plusieurs façons d'être cas anonyme. Et en gros, ce qu'on voudrait, c'est minimiser le nombre de fois où on a généralisé. Donc, si je perds 3 chiffres, 2 chiffres du code postal, c'est différent. Dans un cas, j'ai perdu plus d'informations que dans le premier cas. Donc, souvent, la question, c'est comment est-ce qu'on peut modifier les données en minimisant le nombre d'opérations d'effacement ou de généralisation, tout en garantissant le cas anonyme. Donc ça, c'était le premier modèle de vie privée. Et après, les gens ont utilisé toutes les lettres de l'alphabet pour avoir des modèles qui sont des extensions. Pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça? C'est que, par exemple, dans la cas anonymité, un des enjeux, c'est qu'on touche aux cas identifiants, mais on ne touche pas aux autres données. Et si vous arrivez à trouver que une personne dont vous connaissez le profil tombe dans ce groupe-là, même si vous ne savez pas quelle ligne c'est, qu'est-ce que vous apprenez sur la personne? Cancer, c'est ça. Donc tout le monde a la même valeur d'attribut ici. Donc ça protège de la réidentification au sens où on ne saura pas quelle ligne de la base c'est, mais ça ne protège pas contre l'inférence d'attribut que je mentionnais tout à l'heure, où on pourrait déduire que la personne a cette maladie, même si on n'est pas capable de la réidentifier. Donc après, les gens ont inventé la L-diversité, où là, l'idée, c'était justement qu'on doit créer des groupes dans lesquels il y a une diversité au niveau des maladies possibles. Et donc le problème qu'il y a avec cette méthode-là, c'est que même si on a plusieurs types de maladies, par exemple, c'est plusieurs types de cancers, on peut déduire, parce qu'il y a des liens entre ces valeurs, que la personne a le cancer, même si on ne saura pas quel type. Donc après, il y a eu un autre modèle qui s'appelle la T-proximité, où l'idée, c'était de dire la distribution des maladies dans chaque groupe doit être proche de la distribution des maladies dans la population, pour garantir que même si on sait dans quel groupe vous tombez, on n'aura pas beaucoup plus d'informations que les statistiques de la population. Mais en gros, le défaut de toutes ces méthodes-là, ça peut se résumer par ce transparent-là. Donc, supposons que vous êtes l'employeur d'Alice, vous savez qu'elle a 28 ans, qu'elle vit dans le code postal 13012 et elle a voulu avoir 2 avis médicaux différents. Chaque hôpital a essayé d'anonymiser ces données. Il y en a un qui a fait de la canonymité avec K égale 4, donc des groupes de taille 4, l'autre avec K égale 6. Donc, si vous regardez le premier ensemble anonymisé de manière séparée, Alice tombe dans quel groupe au niveau de ce premier? Dans le premier. Donc, vous ne savez pas si elle a un problème cardiaque, le sida ou une infection virale. Si vous regardez le deuxième hôpital, elle va tomber dans quel groupe? Donc, on a aussi de l'incertitude sur sa maladie. Mais si on fait le croisement des deux, il y a une seule maladie qui est une copie. Et donc, le gros défaut de toutes ces méthodes-là, la propriété qu'ils n'ont pas, c'est ce qu'on appelle la composition. En gros, ce qu'on aimerait, c'est pouvoir vous garantir que si vous apparaissez dans un ensemble de données anonymisées et que potentiellement on arrive à inférer une quantité d'informations B1 sur vous, et que vous apparaissez sur un autre ensemble de données anonymisées et qu'on peut inférer une autre quantité d'informations sur vous, ce qu'on aimerait, c'est qu'au pire, on puisse apprendre sur vous quelque chose qui n'est pas plus que la somme des deux. Mais quand il n'y a pas de propriété de composition, essentiellement, on ne peut rien garantir. Il y a des cas où on pourrait tout reconstruire sur vous en croisant 2 bases anonymisées, alors qu'en une seule base, on n'aurait quasiment pas d'informations sur vous. Et le seul modèle à l'heure actuelle qui assure cette propriété, c'est la confidentialité différentielle. Donc l'idée globale de ce modèle-là, c'est de faire des calculs sur des bases, mais de garantir qu'un profil en particulier aura très peu d'impact sur la sortie du calcul. Donc, par exemple, si on pense en termes d'algorithme d'apprentissage et de modèle qui est produit, la base de départ, c'est la base de données d'entraînement. Ce qu'on aimerait, c'est que pour 2 bases qui sont identiques, sauf sur la présence d'un profil, les modèles qui sont produits potentiellement, donc la distribution des sorties de l'algorithme, soient très peu influencés par votre présence, donc soient essentiellement les mêmes à un facteur epsilon que je vais montrer juste après. Intuitivement, en fait, ce qu'on vous garantit, donc souvent ça s'obtient par l'ajout de bruit ou en randomisant l'algorithme, c'est que votre donnée particulière aura très peu d'impact sur la sortie qui sera produite. Et donc, un adversaire qui observe la sortie aura très peu d'informations à exploiter pour déduire quelque chose de particulier qui vous concerne. Et à la base, la confidentialité différentielle, ça a été inventé dans les bases de données, mais ça a été maintenant généralisé à tous les domaines dont l'apprentissage machine. Donc, à la base, la question dans les bases de données, c'était si vous faites de requêtes de type comptage, donc par exemple, vous demandez dans une base de données combien de personnes parmi les patients ont été diagnostiquées avec la grippe. Essentiellement, si on est capable de faire plein de requêtes de ce type-là, on serait capable de reconstruire
ou d'inférer des informations sur les personnes. Donc, pour vous donner un exemple, et je mentionne ça parce que souvent les gens ont l'impression que l'agrégation tout seul, c'est suffisant. C'est-à-dire si vous prenez plein de données de différentes personnes et que vous faites la moyenne, c'est suffisant pour les protéger. Mais si on prend l'exemple ici, si vous savez par exemple que Bob est le seul patient d'un hôpital qui a 26 ans, et vous voulez essayer de diagnostiquer s'il a la grippe ou non, vous pouvez construire 2 requêtes SQL. Donc la première, c'est combien de personnes de la base de données qui ont 26 ans ou plus ont été diagnostiquées avec la grippe. La deuxième, c'est exactement la même chose, mais c'est strictement supérieur. Et de par la connaissance que j'ai sur Bob, essentiellement, si je vois une différence, je sais qu'il a été admis pour la grippe. Donc ça, c'est un exemple un peu joué, mais il y a des attaques dans la littérature qui montrent qu'en faisant des suites de requêtes comme ça, on peut réussir à reconstruire des lignes complètes. Et il y a même des attaques qui ont été faites contre des systèmes commerciaux qui se basent sur ce type d'approche. Oui. Dans la scène, juste avant, vous aviez mentionné comme quoi une partie de. J'ai compris on dit que votre point de données dans la base de données va avoir un jab sur le output du modèle. Oui. Mais ça, monsieur, on a rencontré à aller des résolutions de problèmes industriels cet été. Puis moi, ce que je veux dire, c'est qu'il me semble qu'il y a une contradiction parce que si on fait ça, on perd la valeur du modèle si les données à l'intérieur n'affectent pas l'output comme. C'est pas contre-productif pour les qu'on peut en faire. Souvent, il y a une perte d'utilité. Ouais. Mais souvent, il y a un phénomène quand même de loi des grands nombres. C'est-à-dire, quand tu as des millions de points de données, le fait de rajouter un peu de bruit pour cacher une contribution individuelle aura peu d'impact. Plutôt quand tu as des données, je sais pas, de taille intermédiaire, quelques milliers ou quelques centaines, où là, l'impact va être. Et donc, par exemple, ce qu'on peut faire dans les requêtes de comptage, ou ce que fait la differential privacy, c'est de rajouter du bruit. Donc essentiellement, ce qu'on regarde, c'est dans une requête de type comptage, si on rajoute ou on enlève un profil, ça va avoir un impact de 1 sur le résultat. Donc le bruit qu'on va rajouter est fonction de la sensibilité de la requête, donc c'est le changement maximum, et du niveau de vie privé qu'on veut. Donc, vous avez mis une équation ici pour la présentation, et après, je pense que j'ai fini dans 5 minutes, donc je vais essayer de finir à temps. Mais oui. Oui, il y a quelque chose que je me demandais par rapport au bruit. En principe, si tu rajoutes du bruit, ça ne peut pas être quand même vulnérable à des attaques statistiques où tu peux juste répéter la même requête puis tu fais une moyenne. Donc ça, c'est un des enjeux. Une des façons de l'éviter, c'est de te souvenir des réponses que tu avais répondues, puis de juste répondre la même réponse. Mais ça, c'est pas suffisant parce que si le langage de requête est expressif, tu peux exprimer la même requête de plein de façons différentes. Donc souvent, les gens en fait parlent de budget de vie privée. Donc chaque requête qui est faite divulgue un. C'est là où je parlais tout à l'heure, tu sais, de composition. Chaque requête va divulguer une quantité d'informations, puis si tu répètes plein de requêtes, tu peux borner la quantité globale. OK. Mais ce que tu veux pas, c'est que d'un coup, une requête fasse exploser l'information complète. Donc en gros, la confidentialité différentielle, ça va garantir que pour 2 bases de données voisines, donc qui diffèrent d'un élément, on est capable de contrôler la probabilité d'observer 2 outcomes différents par un paramètre de E epsilon. Donc si epsilon tend vers 0, essentiellement, on force les distributions de probabilité sur les sorties à être de plus en plus similaires. Et en gros, la quantité de bruit va dépendre de la sensibilité, donc qui est le changement maximum entre 2 bases de données voisines. Il y a plein de façons d'implémenter la confidentialité différentielle. Donc, ça peut être soit par l'ajout de bruit dans l'algorithme, dans la sortie, soit par la perturbation de l'entrée, soit par le fait de randomiser le comportement de l'algorithme. Il y a des techniques qu'on regarde sur comment créer des modèles génératifs qui assurent la confidentialité différentielle. Donc, comment on génère des données synthétiques avec des modèles qui assurent l'ADP. Et comme il est déjà 25, une des choses que je voulais mentionner, c'est que dans le contexte de la mobilité, nous, on avait regardé comment est-ce qu'on peut permettre en gros de calculer des déplacements entre 2 zones dans lesquelles on stocke les identifiants des personnes qu'on a vues dans un filtre de Bloom. Je ne sais pas si vous connaissez, mais un filtre de Bloom, c'est une structure de données en fait où c'est très simple. En fait, on a un ensemble de bits L qui sont tous à 0 au départ. Et quand vous voulez insérer un objet, donc un item, ce que vous avez, c'est que vous avez plusieurs fonctions de hachage qui vont vous donner une position dans le filtre de Bloom. Vous allez mettre la position correspondante à 1. Donc essentiellement, si vous avez par exemple 3 fonctions de hachage et que je veux insérer un objet, ça va me donner 3 positions différentes que je vais mettre à 1 indépendamment de la valeur précédente. Donc si je fais ça, en gros, que j'ai deux endroits différents qui ont par exemple observé les adresses MAC ou les identifiants des gens, ce qu'on a, c'est 2 vecteurs où si on fait la similarité cosinus,
ou si on regarde le nombre de positions communes, on peut avoir une idée de combien de personnes ont été dans cette zone-là et dans cette zone-là. On peut faire des mesures de similarité en gros entre les vecteurs, même si à la base c'était plutôt une structure de données pour essayer de poser la question est-ce qu'il y a un item qui est dans cet ensemble ou pas. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a rajouté du bruit pour assurer la confidentialité différentielle. Donc en gros, on peut flipper chacun des bits avec une probabilité qui permet d'assurer la differential privacy. Et le cas d'usage qu'on a après, c'est que donc on aurait par exemple plusieurs points d'accès dans la ville qui enregistrent les adresses MAC des téléphones qu'ils ont vus. Et à la fin de la journée, de la période, ce qu'ils font, c'est qu'ils randomisent leur structure de données. Et après, on est quand même capable de faire une mesure de similarité entre les structures pour savoir combien de personnes qu'on a vu à un endroit sont allées à un autre endroit. Mais on n'arrive plus à interroger la structure pour savoir est-ce que telle adresse MAC de Sébastien Gann, par exemple, a été vue. Donc ça, c'est une idée globale de beaucoup de techniques de confidentialité différentielle. C'est rajouter du bruit pour cacher le fait de pouvoir retrouver une personne, mais préserver de l'information globale. Voilà. Je m'arrête là, je pense qu'il est déjà 30. Pour vous faire des questions, est-ce que quelqu'un a déjà une question en tête? Ouais, j'avais une question. Tu parlais de génération de données synthétiques. Puis mon expérience, souvent, quand c'est fait en entreprise, de genre des données synthétiques, c'est très évident ce qui est une donnée synthétique et ce qui ne l'est pas. Juste la façon que c'est construit. Puis je me demandais si l'aspect qui était étudié, de quelle façon c'était approché. C'est une façon de... Des données synthétiques, pas juste pour que ça ait des probabilités statistiques par rapport aux données existantes, mais comment que ça allait aussi polaire des données synthétiques. C'est la grosse... En fait, la grosse question des données synthétiques, c'est on veut qu'elles soient réalistes, c'est-à-dire qu'elles ressemblent à des vraies données, mais on veut qu'elles préservent la vie privée, c'est-à-dire que ce ne soient pas des vraies données. Donc, comment formaliser ça? Je pense que c'est une question ouverte. Et un des enjeux des données synthétiques, c'est que les compagnies utilisent ça un peu comme le Graal en ce moment en disant c'est des données synthétiques. Ne m'embêtez pas avec les lois sur la vie privée, ce n'est pas des vraies données. Quand tu produis des données synthétiques, ça se trouve ton modèle génératif sur apprentissage où un profil sur deux qui produit, c'est une copie d'une vraie donnée. Donc il y a des risques que oui, ça a l'air réaliste, mais que ça soit pas bon pour la vie privée parce que c'est juste. Comment on génératif, c'est un CP de la source dans CSV. C'est ça en gros. Non, je ne sais pas qui t'a en fait pour ça. Et la bonne, c'est une question scientifique ouverte. Comment tu formalises je veux que ça soit réaliste, mais je veux pas que ça soit les vraies données. Je suis vraiment curieux de ce qu'on fait de quoi. Donc, si tu veux, Adrien fait sa thèse là-dessus. Je pense que tu peux. Ok. Mais c'est globalement pour moi, il n'y a pas de bonne façon pour l'instant de mesurer ça. Bah, tu peux me faire des attaques de vie privée puis te dire si les attaques marchent pas et que par rapport à ma métrique d'utilité, ça semble bon, c'est que ça peut être bon. Mais après, quand tu donnes à des humains le fait de regarder les profils synthétiques, parfois les gens vont te dire mais ça, je vois clairement que je sais pas, à cause de la mobilité ou c'est une personne qui a 20 ans, qui a 34 enfants, le modèle synthétique a fait n'importe quoi ou il y a des choses qui sont. Moi, je dirais, c'est pas une question de précité, c'est une question d'opinion. Je veux dire, je suis assez optimiste. Je pense que vraiment, il y a des avantages qui être de plus en plus élevés que la table. Donc, il y a des utilisations bénéfiques pour l'humanité, je pense qu'il peut être fait, mais clairement, il y a aussi beaucoup de risques inaccès, des gens qui veulent juste faire de l'argent avec ça. Donc, je me demande comment est-ce que vous pensez que nous, en tant qu'individus, on devrait avoir tendance à essayer de protéger à tout prix nos données, ou est-ce que la société en général, on aurait quelque chose à gagner à justement pouvoir plus partager nos données pour qu'il y ait plus de bibliothèques sur IA for good, ou ça va juste exploser les opportunités de se faire exploiter par des agents Je pense qu'il malicieux? faut faire attention. Bah, je peux donner deux exemples récents. Donc, par exemple, au cœur des sciences, un des exemples que je vais donner, c'est beaucoup de gens disent j'ai rien à cacher, moi je vais partager mes données, mais un des impacts qu'on voit beaucoup en ce moment, c'est les profils créés sur les personnes qui impactent les prix qu'ils payent. Donc, par exemple, sur les voitures connectées, il y a un reportage de la personne qui avait révélé Clearview, là, du New York Times, une journaliste, il y a quelques jours, montrer que, en gros, quand vous allumez OnStar sur les voitures où c'est gratuit, on vous dit c'est pour vous aider à mieux conduire. Tout ça est partagé avec un courtier de données qui les revend aux compagnies d'assurance. Et donc, aux États-Unis, des gens se sont retrouvés avec les primes d'assurance qui augmentent à cause du partage de données sans savoir que. Une autre chose, c'est que faire attention aussi au changement de normes. Donc, si on n'a rien à cacher maintenant, prends l'exemple aux États-Unis où l'avortement est devenu illégal dans certains États et où des femmes
la police a demandé l'accès à leur position aux opérateurs téléphoniques. Il y a 2 ans, elles n'auraient pas pensé qu'il y avait des choses à cacher parce que, mais d'un coup, quelque chose qui était légal devient illégal et toutes les données peuvent être utilisées contre toi pour poursuivre devant la justice. Juste, Clearview aussi. Clearview, c'est un bon exemple. C'est beaucoup trop idéaliste qu'on Mais je rejoins ton premier point, qu'il y a quand même beaucoup de bénéfices des données clairement de l'analyse. Donc la vraie question, c'est comment pouvoir les analyser. Mais souvent, en fait, je pense que quand on parle de faire des analyses sur des données, c'est plutôt les propriétés globales qui nous intéressent. On parle de la connaissance scientifique. Est-ce que c'est ce que moi j'ai fait en tant que Sébastien Gams qui va être publié dans un article de recherche, ou c'est plutôt dans la population de Montréal, les gens le matin partent de tel endroit, vont à tel autre endroit. C'est plutôt des choses globales que des choses individuelles. Ça, c'est idéalisé quand c'est des scientifiques parce que bien souvent, ça des compagnies comme Beneva, juste faire des modèles comme ça qui veulent juste optimiser les profits à la fin du trimestre. Malheureusement. Dans ce cas-là, c'est raison de plus pour les protéger. Ouais. Peut-être autre question. Quelque chose que je suis un peu curieux, parce que souvent dans l'industrie, l'anonymisation, ça se limite à masquer un champ sur deux en laissant les autres champs. Est-ce qu'il y a des outils et des librairies qui existent pour aider un peu à faire toutes ces analyses-là que tu décris dans les papiers, ou c'est des trucs qui sont encore beaucoup décrits dans les papiers, mais C'est beaucoup dans les papiers. Enfin, dans l'analysation, il y a une librairie qui s'appelle ARCS, mais qui est pas super, qui est ouverte, mais qui est pas super user-friendly. OK. Sinon, dans les données synthétiques, tu as quand même t'as des librairies qui te permettent de faire des attaques. Donc, tu peux analyser. OK. Si tu es anonymisé, tu as quand même des outils qui permettent d'essayer de voir c'est quoi les risques de. Et- Donc, sur les données synthétiques, par exemple, il y a une librairie qui s'appelle Tapas qui peut aider, même si on n'a pas vraiment de background en vie privée pour faire certaines attaques. C'est un peu vite avant sur les filtres de Bloom. J'ai pas bien compris c'est quoi la structure de données en question. Je peux tableau de bits. expliquer si tu veux. Donc, c'est un ensemble de. Je sais pas s'il y a un. Potentiellement un ensemble de bits que tu mets à 0 au départ. Ça L bits. Et puis la K fonction de hachage. Et en fait, chaque fonction de hachage, quand tu appliques un élément dessus, ça va te donner une position dans le filtre. Donc à la base, c'est comment avoir une structure qui permet de modéliser les éléments d'un ensemble, mais avec une taille petite. Ce que tu fais, c'est quand tu passes un item, donc un identifiant dans chacune des filtres, ça va te donner une position dans le filtre. Ça va donner le bit et tu vas mettre cette position à 1. Position de bits, OK. Puis tu peux le faire pour plusieurs items. Ouais, tu le fais pour plusieurs items. Donc si tu le fais, si tu as choisi ton L comme étant trop petit, puis tu insères plein d'items, le filtre il va être saturé. Donc tu n'auras que des 1, donc il faut être sûr que. Mais ce serait pour faire des tests d'appartenance rapides après, genre. Ouais, c'est ça, à la base, ça servait à ça. Mais en fait, si tu utilises les mêmes fonctions de hachage et les mêmes tailles de filtres, tu as 2 ensembles différents. Tu peux aussi comparer le nombre de positions communes où il y a des 1 et des 0. Tu peux voir ça comme des vecteurs, en fait. Tu peux faire des mesures de similarité. Par exemple, on a 2 ensembles qui sont identiques, excepté sur un item. Tes filtres de Bloom, ils vont être quasiment identiques. Donc, si tu fais le nombre de positions communes, tu peux faire une mesure de distance entre les ensembles sans même savoir les éléments qui sont dedans. C'est pour ça qu'en rajoutant du bruit aussi, après, on peut cacher le fait de pouvoir faire le test d'appartenance, mais préserver la possibilité de calculer la similarité entre les deux. En général, cette structure-là, on pourrait la voir comme un ensemble. Ouais. Puis on dit, mettons, ce vecteur-là de bits, il contient le nombre 2, 3, 5. Ouais. Ceux-là vont À la base, je pense que c'est beaucoup utilisé en réseau. Okay. Tu as des identifiants d'adresse IP ou d'adresse MAC et tu veux transmettre entre un serveur vers un autre. Tu as un filtre assez grand, tu peux juste les stocker dedans, puis tu l'envoies à quelqu'un, puis lui, il peut regarder si les adresses IP qu'il a vues sont. Ouais, c'est ça. Donc, quelqu'un qui a une liste d'objets veut savoir s'ils sont dans la liste de l'autre, sans que l'autre ait eu besoin de lui donner la liste au complet, genre. Un peu comme une fonction d'hachage. Je le détourne pour calculer la similarité, si tu veux. À la base, c'est effectivement une structure de données super efficace pour insérer des objets ou faire un test d'appartenance. C'était ça l'objectif de Bloom. Mais était l'ajout d'objets moins précises, genre. En gros, tu peux pas avoir de faux négatifs, c'est-à-dire si tu as inséré un objet
Il est toujours. interroge la structure, il sera toujours là. Tu peux avoir des faux positifs si ton filtre est saturé. Tu vas demander est-ce que l'objet est dedans, il va toujours te dire oui parce qu'il y aura des 1 partout. Parce des qu'il zéros y a- partout. Ou même juste si d'autres objets ensemble ont levé toutes les bits correspondant à celui qui est pas Là, dedans. ça correspond un peu à ce que je disais quand c'est saturé. Tu mets trop de choses, tout va être à 1 et donc quelle que soit ta demande, ça va dire oui. C'est un peu comme des collisions dans une fonction d'achat. genre. Mais la beauté de ça, c'est que l'univers des identifiants possibles en entrée, il peut être infini. Ben oui. Ça peut être, tu sais, ça peut être entre 0 et des milliards. Et la taille de ton filtre, il peut être beaucoup plus petit. Il faut juste que il soit assez grand pour, si tu commences à mettre trop de choses dedans, qu'il ne soit pas rempli. Mais voilà, c'est ça. Par contre, l'univers de l'espace d'entrée, comme peut être potentiellement infini par rapport à la taille. On peut donner un peu de ça.